va parler de sexe. Je savais que j'aurais votre attention. Mais vous savez, le sexe, c'est parfois un sport dangereux, surtout dans les légendes urbaines. Sexe, c'est embarras. C'est une recette assez efficace dans les légendes. Et oui, même de nos jours, sexe rime avec péché dans les histoires qu'on se plaît à raconter. Car là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Comme dans notre prochaine légende qui nous vient de la petite ville de Council Grove, au Kansas. Elle serait basée sur l'histoire du shérif Corky Woodward et de sa femme Danette, qui avait... Oh non, je suis pas pour vous vendre le punch quand même. Il y a des jours où on décide de faire vraiment tout ce qui nous tente, tout ce qu'on aime vraiment. Comme manger du fast-food puis regarder des émissions pas très intellectuelles à la télé. Ou encore aller au bar laitier, s'offrir une grosse cochonnerie avant d'aller au cinéma voir un film pour ados attardés. C'est ce qu'on appelle des plaisirs coupables. Eh bien, il y a un petit couple qui a donné un tout nouveau sens à cette expression-là. Eux, ils se réservaient à l'occasion une soirée de plaisir coupable. Ils s'offraient la totale. Un souper à poutine acheté au snack bar le plus décadent de leur quartier. Poutine qui mangeait en pyjama en regardant un mauvais film de science-fiction qu'ils avaient vu au moins 10 fois. Puis l'ultime péché mignon, une partie de jambes en l'air en filmant leur performance à l'aide de la caméra vidéo que le gars avait emprunté à un chum juste pour ça. Pas 9-9 l'appareil, mais ça faisait la job. Il fallait bien immortaliser ça, cette belle soirée-là. Le lendemain, le petit couple se lève de bien bonne humeur. Ils prennent un bon petit déjeuner pas trop copieux, parce qu'il y avait encore la poutine sur l'estomac. Puis le gars part au club vidéo reporter le film qu'il avait loué. En se disant qu'au fond, il devrait l'acheter une fois pour toutes. Au nombre de fois qu'il avait loué, il l'avait bien payé 3 fois. Mais il attendait la version DVD. Ça allait sûrement sortir un jour. Une fois la cassette retournée au club vidéo, il revient à la maison en se disant que de regarder encore une fois le résultat de leurs ébats de la veille allait peut-être inspirer sa blonde à recommencer. Il s'installe donc dans le salon et le gars met la cassette dans le lecteur pour voir le générique d'ouverture du film de science-fiction loué la veille. Oups, il avait interverti les cassettes. Le gars se précipite au club vidéo pour récupérer sa cassette. La ramène l'autre. Dis-leur que tu veux l'autre cassette. Mais trop tard. Quelqu'un d'autre l'avait déjà loué. En fait, la légende film d'aventure va apparaître en 1976, l'année de l'invention du VHS. Donc, au début, les gens, comme c'était une technologie qui coûtait cher, donc les gens louaient des caméscopes. Puis dès la première année, on raconte que des gens ramenaient la caméscope à la location avec une cassette parfois à l'intérieur dans laquelle on pouvait retrouver une cassette avec des ébats sexuels. Donc, il y a différentes légendes qui vont apparaître par la suite. Souvent, c'est des vieilles légendes où on avait affaire à des films Super 8 ou des trucs comme ça qu'on va remplacer par une cassette VHS. Les plus populaires vont présenter un professeur, par exemple, qui va revenir avec du matériel à l'audiovisuel, qui va oublier une cassette à l'intérieur, puis finalement, on va retrouver un bout de film où on le voit avoir une relation sexuelle avec une de ses étudiantes. On est dans une société où on est nettement plus voyeur qu'exhibitionniste et c'est ce qui insulte un peu les gens. Les adeptes de clubs échangistes vont dire on veut des vrais participants, on veut pas juste des curieux qui viennent nous voir juste pour s'émoustiller quelque peu mais sans participer. Donc déjà là, de s'exhiber, que ce soit de se prendre en photo, ça c'est
assez usuel avec l'avènement des caméras digitales. On n'a plus l'embarras d'attendre que les photos soient imprimées, puis là, qu'est-ce que le préposé a vu ou n'a pas vu de compromettant. Mais ça peut être des gens qui sont sur des sites un peu plus explicites. Je pense à Adult Friend Finders, donc des sites, un espèce de réseau contact plus 3X, où là, ils vont faire un montage vidéo, ils vont annoncer quelque chose de peu plus audacieux au niveau sexuel d'eux, mais de là à retrouver un DVD dans le club vidéo, alors que maintenant, on a à peu près tout, soit par Internet ou par des réseaux de câblés à la maison, c'est pas mal moins probable. Moi, ça me surprend toujours, là, les gens qui se filment en train de faire l'amour. Là. Premièrement, je comprends pas qu'est-ce qui les excite là-dedans, mais c'est correct de regarder les autres, mais se regarder en train de faire l'amour, je trouve ça un peu narcissique. Je connais quelqu'un, l'ami d'une amie, qui avait enregistré son propre sextape sur son ordinateur. Et un jour, il y a un voleur qui a volé son ordinateur. Puis après ça, c'est comme tu capotes parce que tu sais pas où est-ce qu'il va se retrouver ton matériel pornographique. Puis les chances qu'il se retrouve sur Internet sont immenses. Et que je la plains, là, cette amie-là, qui sait pas aujourd'hui où est son sextape. Les gens qui se filment, souvent, le font en fantasmant l'idée que c'est quelqu'un d'autre qui nous filme. Il y a un trépied, une caméra, puis c'est un caméraman. Donc, il y a une tierce personne, que ce soit un homme ou une femme. C'est un peu comme se faire regarder par le trou de serrure. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous voit et ils vont plus s'érotiser de ça que de se regarder. C'est un peu comme les photos à la ronde dans un manège, puis que tu as un visage, que tu as eu peur ou que tu étais surpris. C'est qui achète ça, ces photos-là? Tu sais, c'est rare qu'on voit notre expression comme ça. Bien, c'est rare qu'on se voit sexuellement. Tu sais, il y a eu une grosse mode des années 80, les miroirs et tout ça, c'est un peu moins là. Mais il y en a qui sont très mal à l'aise à se regarder. Ils vont dire, mon Dieu, j'ai la fesse pendante, j'ai le bras mou, je suis bien pas beau de profil, là, je bouge comme ça, je jouis comme ça. Donc, il y en a qui sont vraiment pas capables de se voir. Alors, c'est ça qui me surprend aussi dans la légende. Non seulement on se filme puis on se regarde, c'est très rare. Mais moi, j'ai de la difficulté à croire que c'est un accident. je me demande si le couple n'a pas fait exprès pour aller porter leur petit sextape au club vidéo. D'ailleurs, les sextapes vont être souvent associés à la rumeur, parce qu'en fait, on s'en sert depuis 91 comme buzz marketing, c'est-à-dire du marketing dans lequel on utilise la rumeur. Une des premières, c'est Pamela Anderson, qui va arriver en disant qu'elle s'est fait voler sa cassette, mais en fin de compte, on sait qu'elle faisait du profit sur le sextape en question. Par la suite, des gens plus intelligents vont décider de faire la même chose sans nécessairement faire une vraie cassette. Donc, il y a des artistes qui vont se mettre à lancer la rumeur sur Internet qu'il existe un sextape 2. Par exemple, Christina Aguilera fait ça, Keisha, donc c'est souvent des chanteuses. Puis au moment où les gens commencent vraiment, par exemple, souvent l'industrie pornographique va penser à faire un faux sextape en prenant une sosie. Donc souvent à ce moment-là, lorsque finalement on a une fausse version qui apparaît sur Internet, l'artiste va finir par dire que c'est pas elle, bien tout ça dans le but qu'on parle d'elle. Donc nier le fait qu'elle a fait une sextape. Donc c'est toute une organisation commerciale. Au magazine pour lequel je travaille, on a fait un numéro sur le sexe. Puis en faisant des recherches sur le thème, je suis tombée sur un site où les gens, pendant une semaine, s'enregistrent en train de faire l'amour. Puis c'est diffusé sur le site web. Puis à la fin de la semaine, ils peuvent avoir de l'argent grâce à ça. Donc en filmant tous leurs ébats amoureux. Fait que c'est vraiment de la porno amateur. Puis c'est ce qui fait qu'il y a une demande pour ça. Il n'y a rien de stagé. On assiste vraiment à du sexe entre deux personnes normales. Fait que oui, il y a une demande pour la porno amateur, fait que c'est normal que ça stimule les gens aussi à s'enregistrer puis peut-être à le mettre sur Internet. Il y a un cas particulier aussi de rumeur qui va s'attaquer à Emma Watson, l'actrice qui fait Hermione dans Harry Potter. Donc, elle est encore très jeune, c'est une adolescente, mais on retrouve des photos d'elle nues sur Internet. Donc, des photos nues d'adolescentes, sauf que c'est des faux, évidemment. C'était des photos d'adolescentes, souvent très jeunes, avec le visage d'Emma Watson dessus, qu'on avait rajouté à l'ordinateur. Mais elle, dans son cas, lorsqu'elle va arriver à l'université, elle va à l'université Brown,
elle va finir par découvrir que les étudiants s'échangent ces photos-là. Parfois même, c'est des photos qui sont très réalistes. Donc, c'est toujours des faux, mais des faux qui sont faits dans l'université. Donc, elle, à un moment donné, va décider de quitter l'université parce qu'elle subit vraiment comme une forme de bashing. Donc, elle va décider de quitter l'université. Puis elle va même porter plainte à Scotland Yard, qui vont finir par trouver la source, du moins de la majorité des photos. Puis c'est un pédophile anglais du nom de Kavanagh. Puis là, c'est vraiment comme dans un film. Les policiers racontent que lorsqu'ils sont rentrés dans son appartement était tapissé de photos d'adolescentes puis d'enfants nus, dont il avait arraché la tête pour mettre une photo de Emma Watson. Donc c'était vraiment un grand malade. Quand vient le temps de faire de l'argent, il y a des compagnies qui sont vraiment créatives. Prenez par exemple cette entreprise de film 3X qui vend ses créations sur Internet. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais ils ont une tactique assez intelligente, vous en reviendrez pas. La compagnie demande un paiement par carte de crédit afin d'acheminer les films aux clients. Alors, quelques semaines plus tard, les clients reçoivent une lettre qui les informe qu'ils ne pourront pas recevoir les films puisque le pays où ils résident interdit la distribution de ce type de matériel. Mais comme la compagnie est honnête et légale, elle rembourse le paiement intégral plus dédommagement sous forme de chèque. Mais étrangement, la plupart des chèques sont jamais encaissés. Non, ils se retrouvent plutôt dans une déchiqueteuse ou dans un feu de foyer. Pourquoi? C'est que l'entreprise mère de la compagnie de films porno, celle qui émet le chèque, a une raison sociale assez explicite. Pédophile d'Amérique incorporée. Après la pause, impressionner les filles jusqu'à en perdre connaissance. Les légendes qui traitent de sexe ont souvent un petit parfum vieillot, comme l'histoire de François et de sa coloc. La mère de François avait des soupçons concernant la relation de son fils et de sa colocataire. Elle les avait bien observés un soir où elle avait été invitée à souper, et pour elle, tout indiquait qu'ils étaient plus que colocataires. Quelques jours après le souper, la coloc de François lui indique que la louche a disparu depuis la visite de sa mère. Alors François décide d'envoyer un courriel à sa mère. « Je dis pas que tu l'as prise ou que tu l'as pas prise, mais depuis ta visite, la louche a disparu. » Eh bien, sa mère lui répond, « Je dis pas que tu couches avec ta coloc ou que tu couches pas avec elle, mais si elle dormait dans son lit, la louche, elle l'aurait trouvée le soir même. » Il y a bien des histoires de triangles comme ça qui existent où tu vois, à un moment donné, peut-être pas la mère, mais plus le mari, l'épouse, puis l'étrangère ou l'étranger qui arrive dans la maison, qui éventuellement veut coucher avec la femme parce qu'elle trouve bien de son goût. D'ailleurs, la première version, le personnage, c'est un révérend ou un curé qui reçoit quelqu'un. La personne en question va trouver, en tout cas, que la bonne du curé ou du révérend est un peu trop belle, un peu trop jeune, puis qu'il va vouloir en avoir le cœur net. Donc, il va aller vérifier les lits, il va découvrir qu'il y a un lit qui grince plus que l'autre. Donc, il va se dire que le lit qui ne grince pas est probablement jamais utilisé. C'est ce lit dans lequel il va mettre la cuillère en question. Ça, j'en ai vu pas mal. Le gars qui est sous, qui rentre chez eux, puis qui est avec son chum, puis qui dit « Là, je vais te faire visiter la maison chez nous. Ça, c'est mon frigidaire. Ça, c'est ma table. Là, il rentre dans la chambre à coucher. Ça, c'est ma femme. Ça, ben c'est moi. » Mais c'est son chum qui est dans le lit. Notre prochaine légende traite de sexe et de fausses représentations. Elle aurait circulé sous forme écrite sur Internet vers 1994, mais aurait été entendue bien avant, dans les années 70 et 80, avec la popularité grandissante du disco. Mais dans le fond, c'est une histoire qui aurait très bien pu se produire dans un bar près de chez vous. Sexe et bar. Ça va ensemble, non? On va cruiser ou se faire cruiser, on boit un peu trop. Et pour attirer les regards, on pose souvent des gestes qu'on regrette. Mais il y en a qui font des affaires ridicules sans avoir bu avant. Ils ont pensé à ça bien à jeun. Mais ils espèrent sûrement que le monde autour aura assez bu pour rien remarquer. Comme ce qui est arrivé dans un bar, en ville. Il devait être 2 heures du matin. Le club commençait à se vider quand un gars qui était assis au bar depuis des heures
a perdu connaissance. Le barman a appelé l'ambulance, comme il se posait de le faire dans ces cas-là. Même s'il disait que c'était rien de grave, que le gars avait probablement trop bu. Mais non, l'alcool avait rien à voir là-dedans. L'ambulancier s'en est rendu compte en administrant les premiers soins au gars et en faisant quelques tests. Le gars avait bu, oui, mais il n'était pas saoul, ni drogué. Mais son pouls était très, très faible. Pourtant, son cœur battait normalement. À l'examen de ses pupilles, l'ambulancier n'a rien remarqué d'anormal. C'était donc pas un AVC. La seule chose qui paraissait anormale chez ce gars-là, c'est qu'il portait des pantalons très serrés et qu'il avait l'air... Comment est-ce que je pourrais dire ça poliment? Mettons qu'il avait l'air très gâté par la nature. Le gars était toujours inconscient quand il est tombé en arrêt cardiaque, subitement. L'ambulancier a ouvert sa chemise et a commencé à lui faire un massage cardiaque. La manœuvre a fonctionné et le gars a recommencé à respirer. Et bizarrement, son pantalon était tout mouillé à l'entrejambe. C'est normal que les patients urinent quand on les réanime, mais ça sentait pas vraiment l'urine. Ça sentait comme frais, comme une odeur agréable de salade ou de gazpacho. Non, le gars s'était pas évanoui parce qu'il avait abusé de soupe froide. Ce qui se répandait sur son pantalon, c'était le jus d'un gros concombre qui venait de fendre. Concombre qu'il avait mis dans son caleçon pour faire croire aux filles qu'il était vraiment bien pourvu. Concombre qui avait compressé l'artère de l'aine et avait causé sa crise cardiaque. Ouais, le concombre dans les pantalons, je fais ça régulièrement. Écoute, ça, je trouve ça drôle parce que je me dis, tu commences à faire ça, puis tu sors avec une fille qui fait la même chose. Tant que tu vas au restaurant, c'est pas pire. Mais à partir du moment où tu t'en vas dans une chambre à coucher, puis je me dis que tu commences à tout enlever tes artifices, tu sais, tu peux avoir... mais surtout que maintenant, il y en a de plus en plus de... Quand on parle de se faire refaire les seins, tu peux te faire des muscles, tu peux te faire ce que tu veux. Mais c'est sûr que le gars qui a un petit pénis, il est complexé. On dirait que, tu sais, aujourd'hui, tu peux pas avoir un petit pénis. Puis c'est comme tellement ancré dans la tête des filles que plus c'est gros, plus c'est bon. Ce qui est pas tout à fait faux. Non, mais je plains vraiment quelqu'un qui a un petit pénis aujourd'hui. Puis c'est sûr qu'il doit être complexé, puis c'est sûr qu'il doit utiliser les moyens du bord pour pallier à ça. Mais ce que je trouve drôle, c'est que le gars qui met un concombre dans ses pantalons, il veut sûrement se ramener une fille chez lui. Puis une fois qu'il ramène une fille chez lui, elle va savoir qu'il y a un concombre, tu sais, elle va se rendre compte du subterfuge. Puis juste le moment où il l'enlève de ses culottes, je trouve ça très drôle. Encore une bonne scène de film d'ado des années 70. Je me souviens d'une anecdote qui m'a été contée à un moment donné que je trouvais vraiment... C'était un punch de film aussi. C'est une femme magnifique qui rencontre un gars. Puis, ils se marient. Et l'enfant qu'ils ont eu ensemble, il est affreux, mais il est vraiment laid. Puis, le gars apprend que sa femme, qui est superbe, a été refaite entièrement. Mais qu'avant d'être refaite, elle était particulièrement laide. Bien, le gars a poursuivi sa femme parce qu'elle n'y avait pas dit. Puis lui, il voulait pas avoir une progéniture comme ça. Tu sais, c'est quand même assez élevé comme situation, là. La légende du curcubitacé va apparaître en 1970 ou dans ces eaux-là. Donc, avec l'invention de l'élastane, va arriver la mode du jeans très serré, donc on appelait second skin parce que c'était comme une seconde peau. Donc, comme c'est sexy, des gens vont pas apprécier que ça soit si sexy. Donc, on va commencer à inventer des raisons pour lesquelles il ne faut pas porter ce type de pantalon. On va inventer des conséquences fâcheuses. Donc, on sait déjà que le fait de porter des pantalons serrés peut donner mal dans le dos, mais on va rajouter que ça peut rendre infertile, que ça peut causer des fausses couches. Puis il y a même dans un cas qui est vraiment ridicule où on va dire que c'est une fille qui a dû se faire enlever ses pantalons chirurgicalement parce que la peau venait avec le jeans. Donc, pour montrer à quel point on pouvait exagérer pour dissuader les jeunes de porter ce type de pantalon.
pantalons. Bien, il y a une autre légende similaire où là, on va critiquer le port de pantalons yo ou de pantalons taille basse. Donc, pour dissuader les jeunes de porter ce type de pantalon-là, on va compter que l'origine, ça proviendrait des prisons américaines, donc des pénitenciers. Ce seraient les prisonniers qui porteraient ça dans le but d'indiquer qu'ils sont prêts à avoir des faveurs sexuelles. Moi, ce que j'entends dans des réactions embarrassantes ou mortelles ou allergiques, c'est vraiment par des gens qui essaient pour la première fois des drogues sexuelles, GH, ecstasy, speed ou tout ça mélangé, puis qui en plus vont prendre Viagra, Cialis, Sildenafil et qui vont mal réagir une première fois, qui vont hyperventiler, qui vont voir bleu, qui vont avoir un mal de tête carabiné. Et ça va être inquiétant pour eux, un bad trip vraiment. Mais par rapport à un concombre dans les culottes, là, moi, j'ai pas entendu ça en 15 ans de pratique. Il y a une légende similaire qui est présentement sur Internet. C'est un faux communiqué de l'Association canadienne médicale. Donc, on raconte que 3 femmes auraient développé, puis attention, un syndrome du tunnel carpien, mais dans les fesses. Donc, pas dans le bras, mais dans les fesses, en raison de pantalons serrés. Le même texte dit par la suite que ça l'atteint surtout les femmes rondes. Puis ça va jusqu'à dire à la fin que ça suggère aux femmes rondes de porter des jupes lousses ou des jupes longues. Surtout avec toutes les pompes à pénis aujourd'hui, c'est comme il y a tellement de publicité, enlarge your penis, essayez ça. Il me semble que ça, c'est comme plus une avenue qui est de notre temps plutôt que de mettre un concombre. Le gars, il devait être un peu cheap, là, à quelque part. Il voulait pas se procurer la pompe à pénis. Dans le magazine pour lequel je travaille, on a fait un numéro sur le sexe, puis on a demandé à un de nos collaborateurs d'essayer la fameuse pompe à pénis. Et ça fonctionne. Et son pénis a grossi. Donc, à ce gars-là, je conseille d'utiliser la pompe à pénis. Comme si j'étais une porte-parole, la pompe à pénis. Moi, j'en entends souvent des vertes et des pas mûres. La dernière, c'est à propos d'une femme qui s'apprête à prendre son bain et quand elle remarque que toutes les serviettes sèches sont sur la corde à linge dehors. Et comme sa cour est à l'abri des regards, elle décide d'aller chercher une serviette sans se rhabiller pour faire vite. Rendue à la moitié du terrain, elle entend des pas sur le balcon. Ça doit être le laitier. Il laisse toujours le lait sur le bord de la porte. Elle se dépêche. Elle va se cacher dans le cabanon. Tout d'un coup, la porte s'ouvre. C'est le gars de l'hydro. Il vient lire le compteur. Là, la femme tout nue, elle s'écrie « Excusez, je pensais que vous étiez le laitier. » Au retour, êtes-vous toujours très à l'aise dans une cabine d'essayage? En 1999, une rumeur a circulé sur le web concernant les miroirs sans teint. Vous savez, ces miroirs qui seraient en réalité des vitres derrière lesquelles on peut vous observer. Le courriel qui a circulé donne un truc pour flairer le piège. Il s'agit de toucher le miroir avec le bout de son ongle. S'il y a un espace entre le bout de son ongle et sa réflexion, c'est qu'il s'agit d'un miroir. Mais si ça se touche parfaitement et que l'alignement aussi est parfait, eh bien, c'est une vitre. Bon, le truc n'est pas infaillible, mais je suis sûr que vous allez l'essayer quand même la prochaine fois que vous allez vous retrouver en petite tenue devant un miroir suspect. Parce que dans certaines boutiques, on pourrait vous regarder au travers du miroir et pas seulement pour se rincer l'œil. En plaquant une lumière vive directement sur le miroir, vous pourriez être surprise de voir autre chose que votre reflet. Ça se produirait toujours dans des boutiques de jeans où on trouve aussi des t-shirts et des camisoles à la mode. Il y a même souvent des vêtements de grandes marques à des prix ridicules. Vraiment le genre de place pas chère qui attire les jeunes filles. Le genre de place où il y a toujours des miroirs dans les cabines. Parfait pour les filles qui aiment pas sortir devant le monde pour se regarder dans un miroir commun. Mais c'est vraiment pas par compassion que les cabines sont bien équipées. Mais les prix sont tellement bas qu'on magasine là pareil. Et les filles se doutent de rien et essayent des vêtements en s'examinant dans le miroir. Pendant que des gens les examinent de l'autre côté du miroir. Si la fille est moche ou grosse ou trop vieille, elle va probablement pouvoir quitter la cabine sans se rendre compte qu'elle a été observée. Elle va payer son vêtement et s'en aller chez elle sans problème.
Mais si la fille est cute, ça va pas se finir comme ça. Parce que comme je vous l'ai dit, ces gens-là sont pas là pour le spectacle. Si la cliente a une valeur marchande, le miroir s'ouvrira comme une porte et des gens vont kidnapper la fille. Et personne ne sera alerté par les cris de la victime, car elle sera bien endormie. Et oui, la vente de vêtements n'est pas le seul commerce de ces marchands-là. Ils font plutôt des affaires dans la vente de belles jeunes filles qui ont eu la naïveté de croire que des jeans de grande marque à 29,99, c'était l'affaire du siècle. Le fameux miroir sans teint, là, ça crée tellement de crainte. Là. Je me souviens, quand je suis allée à un moment donné dans une chambre d'hôtel un peu louche en Californie, il y avait beaucoup trop de miroirs dans la chambre. Puis moi et ma meilleure amie, on était convaincus que c'était des miroirs sans teint, puis que derrière, il y avait des caméramans, il y avait une équipe de tournage qui nous filmait. On essayait de trouver, voir s'il y avait des reflets. Ou... Surprise, surprise, à un moment donné, on avait mis des miroirs comme ça dans ma loge parce qu'on avait installé des caméras en arrière. Je me méfiais du miroir dans ma loge parce que c'était une division qui n'était pas là habituellement. Fait que ma pièce était un peu plus petite. Donc, j'avais comme des doutes. Puis on avait dit, c'est parce qu'il y a des travaux, puis toute l'affaire. Mais j'avais entendu parler de ces miroirs-là avec des caméras en arrière. Donc, finalement, quand je me suis changé, j'ai fait attention. J'ai été très prudent. J'ai gardé mes sous-vêtements, mettons, tu sais. Fait que la surprise, on m'a pas vu dans mon plus simple appareil. Voilà. C'est une légende que j'ai entendue quand j'étais jeune. Il y avait des boutiques de jeans, je les nommerai pas, là, mais qu'ils étaient ciblés, qu'il y avait vraiment un plancher qui s'abaisse, puis que, tu sais, il y avait toute une magouille, là, d'esclavage sexuel en dessous de ça. Je l'ai entendu, je sais que c'était très, très populaire à l'époque, là. Peut-être que j'avais entre 8 et 12 ans, à peu près, là. Je sais pas si ça a été fait pour, par sécurité. Allez pas magasiner seul, allez avec une amie, un parent. Est-ce que c'est vrai que ça existait parce que du trafic sexuel, il y en aura toujours? La légende qui se passe dans une cabine va apparaître à la fin des années 30, début des années 40, donc avec la montée du nazisme, parce qu'en fait, c'est une légende antisémite qui va s'en prendre au départ seulement aux boutiques juives. Donc, ça apparaît en Europe. On raconte que les femmes qui osaient aller dans les boutiques juives, lorsqu'ils étaient dans la cabine d'essayage, il y avait une fausse porte, un homme qui apparaissait avec une aiguille hypodermique pour les endormir. Puis on disait que la femme finissait par disparaître. Ça m'a fait penser au Mexique. Par exemple, à Ciudad Juárez, il y a beaucoup de femmes qui disparaissent chaque année à la frontière entre le Mexique puis le Texas. On ne sait pas ce qui arrive avec ces femmes-là. Puis il y a tellement de légendes urbaines sur ces femmes-là que ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse y avoir ce genre de subterfuge-là. On dit souvent que les femmes qui disparaissent à Ciudad Juárez se retrouvent sur des ranchs de riches Texans, puis vont finir dans des vidéos de ce qu'on appelle du snuff porn, c'est-à-dire des vidéos où on les voit en train d'être violées et tuées. Donc ça, il y a un marché de snuff porn à travers le monde, donc il se pourrait que ces femmes-là se retrouvent là. C'est vraiment une légende qui a été très analysée. Elle va arriver au Québec en 1987, à Montréal en 89. Donc, du moment où elle arrive au Québec, elle va être traduite puis elle va se rendre aux États-Unis. Des États-Unis, il va y avoir des milliers de versions qui vont apparaître. Dans le fin fond, on invente différentes façons avec lesquelles on pourrait finalement aborder une femme pour l'enlever. Donc, c'est des légendes assez étranges. Ça se passe plus dans des cabines d'essayage, ça se passe dans le stationnement. Un exemple, c'est les fameux échantillons de parfum. Donc, c'est un homme qui vous aborde, puis qui vous dit « Voulez-vous essayer mes échantillons de parfum? Je travaille pour tel magasin. » Au moment où vous essayez le parfum, vous tombez évanoui, puis on vous enlève. Sinon, la légende va être racontée surtout dans le but de dissuader les femmes d'aller magasiner. Donc, c'est aussi con que ça. C'est une des raisons pour laquelle la légende est si populaire encore aujourd'hui.
Je travaille beaucoup avec des victimes d'agressions sexuelles ou d'actes criminels. Et c'est sûr qu'à chaque fois, je tombe à terre là, sur les choses épouvantables qu'elles ont vécues dans l'enfance. C'est des classiques, inceste, tout ça. Mais récemment, une femme m'a dit que dans son milieu de travail, il y avait un nouvel employé qui était là, beaucoup plus jeune qu'elle. Disons, je sais pas, elle a 40, il y a 25, là. Et elle a fait du covoiturage avec lui. Tu sais, elle était très gentille, elle l'a raccompagné chez lui et il l'a kidnappée, séquestrée, abusée et traitée vraiment comme une esclave sexuelle pendant 1 semaine. Malheureusement, c'est des drames qui arrivent. Je me souviens, quand j'étais petit, d'une rumeur, Léopold Dion. On restait à Québec. Léopold Dion, c'était un agresseur sexuel. Puis il avait enlevé des enfants à mon école. Puis là, écoute, le soir, on se surveillait, on se promenait avec des pads puis des crayons, on prenait les numéros. Dès qu'on voyait la marque de l'auto, je me souviens plus, mais dès qu'on voyait une marque un peu suspecte ou la couleur de l'auto, on prenait la plaque puis on arrivait avec 500 numéros de plaque le lendemain. Il y avait des agresseurs potentiels, là, tu sais. Puis finalement, ça a passé, puis on a fini par l'oublier. Mais c'est vrai que ça a fait tout un choc quand on a su que c'était dans ton école que quelqu'un s'est fait enlever, là. Fait que j'ai l'impression que dans le cas de la traite des Blanches, c'est la même chose. C'est que tant que t'es aussi longtemps qu'on n'aura pas une victime proche de nous autres, on va avoir de la misère à croire que ça puisse arriver chez nous. Mais moi, je sais pas vous, mais moi, des fois, j'ai peur quand je vais dans des cabines. Puis je me dis, tu sais, tout d'un coup, qu'il y en a un qui a mis une caméra. Surtout les endroits où de sous-vêtements. Là, je me dis tant que c'est là qu'il doit y avoir des caméras. J'en ai une bonne, moi, une histoire de sexe. C'est ma nièce qui m'a raconté ça. Ça lui est pas arrivé à elle, mais à des collègues étudiantes, pareil. Dans une classe d'université, un des professeurs avait la fâcheuse habitude de faire des blagues très sexistes et pas mal déplacées. Les étudiantes en avaient assez. Ça gênait même parfois les gars. D'un commun accord, les filles ont décidé de quitter la classe en groupe quand le prof ferait une autre blague trop grivoise à leur goût. Le professeur a eu vent du plan, alors il s'est préparé. En plein milieu du cours suivant, il a lancé complètement hors contexte. Vous savez, il paraît qu'en France, il y a une pénurie de prostituées. Toutes les filles se sont levées et dirigées vers la porte. Alors le professeur leur aurait crié « Pas si vite, mademoiselle. Le prochain vol pour Paris décolle pas avant 8 heures ce soir. » J'ai vu une vidéo d'un garçon aux États-Unis qui se faisait boulier par son professeur. Son professeur, il faisait des remarques offensantes, il le persécutait continuellement en classe, puis il disait à ses parents, puis il le croyait pas, il disait au directeur, il le croyait pas. Et le gars, il a filmé son prof. C'était incroyable ce qu'il disait, tu sais, il le traitait de sac de poubelle. C'était méchant, méchant. Tu vois ça, t'as le poil qui te dresse sur les bras, puis ça, ben, ça pourrait être un moyen aujourd'hui, tu sais. Il y a tellement d'étudiants qui ont des téléphones cellulaires, il y aurait juste à le filmer, et après ça, mettre ça sur Internet. C'est clair que le gars, il change de carrière après. Moi, je conseille ça aux filles qui sont victimes de remarques blessantes de leur professeur. Filmez-les, mettez ça sur Internet. Votre problème va être réglé. Après la pause, avoir les yeux croches ou les idées croches. La prochaine légende trouve ses origines dans un livre d'humour publié en 1927. Le bordel est devenu un hôtel, mais les ingrédients sont restés fondamentalement les mêmes. C'est l'histoire d'un couple de jeunes mariés qui décident de passer cette nuit de noces dans la suite nuptiale d'un tout-inclus à Cuba, spécialisé dans les lunes de miel. Un an plus tard, ils décident de retourner au même hôtel pour fêter leur premier anniversaire de mariage. Le commis leur offre la location de films porno pour mousser leur séjour. Ils acceptent. Pour réaliser que les films sont tournés dans la suite nuptiale, à l'insu des résidents. Dès l'invention du cinéma, il va y avoir des rumeurs comme quoi des gens se sont fait filmer à leur insu pendant leur relation sexuelle. Il faut comprendre que les premiers films pornographiques qui vont se tourner, c'est des films amateurs qui vont se tourner dans des bordels, souvent à l'insu des clients. Souvent, si le client est moindrement riche ou influent, on pouvait même utiliser les films dans le but de le faire chanter. Je sais que ça existe déjà dans des endroits échangistes d'avoir une pièce filmée
où tu peux faire ton propre film toi-même. Je pense que ça rentre des fois dans le fantasme de certaines personnes quand c'est conscient. Là, dans la légende, c'est à leur insu, ils voulaient pas, c'est un voyage de noces, donc c'est hyper méga romantique, là, gros trip d'amour. Alors, quand gros trip d'amour, on dirait que ça va pas avec un gros trip sexuel. Donc, la version avec la lune de miel va apparaître plus tard. Elle va vraiment devenir populaire en 88 lorsqu'il va y avoir un cas réel d'un couple qui vont se faire filmer à leur insu en Iowa, donc dans un hôtel où le propriétaire avait des miroirs sans teint, puis filmait finalement les couples. Puis dans le fin fond, si on y pense, il y a quand même une morale parce que la légende sert à mettre en évidence le caractère sacré du mariage. La prochaine histoire aurait commencé à circuler de bouche à oreille dans les années 70, mais aurait été publiée pour la première fois en 1983 dans un livre de légendes urbaines. La version de 1983 était assez anecdotique et comportait très peu de détails. L'histoire se serait donc construite en se propageant. Les détails et le contexte se rajoutant de personne en personne. Pour appuyer la morale, il ne faut pas se fier aux apparences. Et cette morale est intacte dans la version que nous a proposée sur le site de Canal D, Martin Carpentier de Gatineau. Selon lui, l'histoire se serait passée en Outaouais dans les années 80. On dit que les coiffeurs en entendent et en voient de toutes les couleurs. Ça doit pas toujours être évident de pas juger la tête des gens. En plus, il y a tellement de monde qui passe sur leur chaise. Mais il y a un coiffeur qui va faire très attention la prochaine fois avant de juger trop vite. Il avait travaillé quelques mois dans un salon chic du centre-ville. Mais il avait perdu son emploi puis il avait été obligé d'accepter une job dans un salon de barbier. C'était vraiment pas prestigieux, mais il n'y avait pas le choix. Comme il était un peu méprisant, ça faisait vraiment pas son affaire de tailler des barbes ou des contours d'oreilles. C'est pas avec ça qu'il faisait des bons pourboires. Ou qu'il pouvait laisser aller sa créativité. Il se disait qu'il finirait bien par trouver un salon qui soit plus à la hauteur de son grand talent. Un bon matin, il y a un nouveau client qui se présente, sans rendez-vous. Encore un gars qui voudra quelque chose de bien ordinaire. Bah, un de plus ou de moins qui se dit. Le client s'installe sur la chaise. Le coiffeur lui met le tablier d'usage et commence à le coiffer. Mais l'homme le regarde dans le miroir. Son regard est étrange. Il le fixe en plissant des yeux comme si... c'est louche en tout cas. Puis le coiffeur remarque que le tablier bouge, comme si le gars faisait des mouvements en dessous. Convaincu que l'homme s'adonne à des plaisirs solitaires, en le regardant dans le miroir, le coiffeur se fâche et frappe le client avec un séchoir. Le gars perd connaissance. Est-ce que le coiffeur portera plainte contre le pervers sexuel? C'est ce qu'on saura après la pause. Avant la pause, un coiffeur hautain et dédaigneux a remarqué que son client avait un regard un peu louche et semblait lui faire des yeux doux. Il semblait même s'adonner à des plaisirs, disons, déplacés. Le coiffeur prend pas de chance et frappe le pervers sexuel. Il regrette très vite son geste en remarquant quelque chose qui est tombé des mains du pervers. Des lunettes. Il n'avait même pas remarqué que le client portait. Ils avaient sûrement sorti une fois assis, à moins que... Mais non, il pouvait pas s'être trompé sur les intentions du bonhomme. Curieux, il s'approche du gars pour s'apercevoir que son pantalon est bien en place et que sa fermeture éclair est bien fermée. Le coiffeur a compris qu'il avait sauté aux conclusions un peu vite. Le regard étrange du gars, c'est parce qu'il avait pas ses lunettes. Quand on est super myope puis qu'on essaie de regarder dans un miroir, ça se peut qu'on ait l'air un peu crispé. Puis ce que le gars faisait avec ses mains sous la cape, c'était de nettoyer ses lunettes pour les remettre au plus vite dès que sa coupe de cheveux serait terminée. Il n'y a rien de pervers là-dedans. Je veux porter plainte, là. Disons qu'avec la plainte déposée par le client, C'est un accident. le coiffeur n'est pas prêt de retravailler dans un salon chic, ni chez un barbier. Mais il est fou, là, ce coiffeur-là. Il faut qu'il panique quand il y en a un qui se touche un peu en dessous de sa couverte. C'est sûr qu'il fait pas ça depuis longtemps, là, tu sais. Dans ma tête, c'est super commun qu'un client va être en dessous de son sarrau puis va commencer à faire des drôles de mouvements. En tout cas, moi, je le trouve un peu
excessif, ce coiffeur-là. En tout cas, j'irai pas me faire couper les cheveux chez lui. C'est des scènes qui peuvent arriver, effectivement. Comme j'ai vu une autre scène aussi dans une comédie américaine de série B. Le gars, il était dans un département et puis il regardait les pots de crème. Puis à un moment donné, il ouvre un pot de crème, puis la crème, il tombe dans les mains. Fait que là, le gars, il lève les bras en l'air, mais tout le long, il est en train d'ouvrir le pot l'autre bord du comptoir, puis il y a une cliente qui le regardait, puis elle a eu vraiment l'impression qu'il était en train de se branler l'autre bord du comptoir. Puis quand elle a vu le crémage couler dans les mains, elle a fait comme tu parles d'un... Tu sais, ça, c'est une scène de film. C'est des choses... Puis ça me semble que tu vois ça dans un film, pas dans la vie. Dans mes débuts de pratique, j'ai eu une demande assez bizarroïde, là, un client qui voulait absolument, je pense que ça faisait 15 minutes d'entrevue, puis il voulait s'exhiber, il voulait me montrer ses petites culottes, là, puis c'était très, 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 très fort. Fait que je me suis levée, j'ai dit, écoutez, vous me payez, tu sais, je me sentais comme une avocate, là, tant de minutes, ça fait tant, tu me paies tant, tu t'en vas, on se revoit plus, c'est vraiment pas mon mandat, vous avez pas compris, je me sens insultée. Et j'ai eu mes limites tout de suite parce que dans ce... là, ça aurait été... Il m'agressait sexuellement. Et c'est, heureusement, c'est arrivé une fois. Je vais toucher du bois pour pas que ça se reproduise encore. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais allée faire du vélo avec mon ami. Puis, on avait vu un autre cycliste exhibitionniste qui se masturbait sur la piste cyclable. Puis, sur le coup, on est passé devant lui, puis on voulait pas croire que c'était ça. Puis c'est quand on est repassé que on a réalisé que c'était ça. Puis sur le coup, on voulait tellement pas que ça soit ça. T'sais. Mentalement, tu te fais un blocage, tu te dis non, ça peut être tout sauf ça. Fait que ce coiffeur-là passe à cette conclusion-là aussi rapidement. Ça m'étonne qu'il regarde pas juste la couverte puis qu'il se dise ben non, c'est sûr que c'est pas ça. T'sais. Non, lui, tout de suite, il saute aux conclusions. Il aurait dû, à mon avis, s'informer avant ou dire, coudonc, qu'est-ce qui se passe en dessous de ça? Ou prétexter que, gars, je t'amène au shampoing puis je retire ça ou je change ta teinture. Ou... Tu fais d'autres choses avant de dramatiser une situation. Bon, c'est sûr, je suis thérapeute. Est-ce que lui a un profil plus anxieux, plus insécure? Qu'est-ce qui justifie cette réaction-là? Il paraît que les massothérapeutes, ça peut leur arriver souvent que la personne, quand ils ont un gars qui soit en érection pendant le massage. Puis pendant ce temps-là, moi, des gens massothérapeutes que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils ont juste à lui dire « Écoute, je vais te laisser un petit 2 minutes, calme-toi. » Ils sortent, puis ils reviennent plus tard continuer parce qu'ils savent que ça peut arriver dans ce genre de contexte-là si une fille masse un gars, par exemple. Fait que pour moi, ça serait peut-être plus plausible dans le cas d'un salon de massage. Il était mal à l'aise parce qu'il a interprété qu'il y avait un geste sexuel indécent pour lui. Donc, ça devenait une grossière indécence pour lui, selon lui. À ce moment-là, tu te retires, c'est un lieu public, un salon de coiffure. Tu te retires, tu demandes à un autre coiffeur de prendre la relève, tu dis que tu as faim, tu vas aux toilettes, tu fais un téléphone, tu dis n'importe quoi. Mais t'uses de tes stratégies personnelles pour, en adulte, avoir des réactions d'adulte, puis t'es mal à l'aise de tout ça, ben je vais demander une autre ressource ou je vais aller en parler. Pour moi, c'est une évidence là, qu'il aurait dû faire ça. Mais je trouve aussi que c'est quasiment une réaction homophobique. Parce que t'as un gars, que t'as l'impression qu'il se touche en te regardant. Pourquoi tu réagis de façon aussi spontanée, aussi méchante? Tu pourrais juste lui dire d'arrêter ou lui poser des questions. C'est un comportement homophobe refoulé. C'est-tu de l'homophobie refoulée dans le sens que lui, il est peut-être gay, puis il refoule ça, puis ça ressort dans des comportements comme ça? En bien des cas, il s'agit que tu as une obsession comme ça, puis tu vois le malheur partout pour faire un geste parfois qui peut être à un moment donné malheureux. Là, à un certain moment donné, je voyais une vedette, je pense que c'est Georges Clooney qui était dans un restaurant, puis il était tellement écœuré de se faire photographier que dès qu'il voyait un appareil, il se levait puis il allait l'enlever. Il allait l'arracher. Puis la personne, c'est arrivé une fois que vraiment la personne, c'était un touriste qui prenait son frère en photo, puis ça donnait qu'en arrière, il y avait Georges Clooney, puis il l'avait même pas vu. Fait que là, il s'est levé, puis il est allé arracher l'appareil. Je pense que l'esprit mal tourné, puis il est tordu, c'est ça. C'est un genre d'obsession qu'il a qui fait qu'il voit ou des déviés sexuels partout, ou bien non, des agresseurs partout.
Les légendes qui mettent en scène des situations sexuelles sont celles qui comportent les morales les plus pesantes. Il faut pas se fier aux apparences, faire l'amour comporte toujours un danger, ou on a souvent l'air fou quand on s'adonne au plaisir charnel. Ça me fait penser à l'histoire de la fille et de son chien qui adorait le beurre d'arachide. Mais non, je pense que je peux vraiment pas vous la conter, celle-là.